Ah mais je dors mieux avec 20 millions de dettes qu'avec aucune dette. Pour les classes pauvres, la dette c'est horrible. Par contre c'est le meilleur ami des riches. On avait configuré 2,96, c'est vrai qu'on a fait les morts dessus. J'ai absolument pas envie de prendre du temps en 2025. Du coup, on va commencer par la double configuration des 2,96 qu'on a fait en janvier. Ouais. On les a configurés, on a filmé, on a été chez Ferrari. Ouais. Et puis, plus rien. Ouais, donc on avait configuré 2,96. C'est vrai qu'on a fait les morts dessus. On a évoqué les sujets dans des vidéos, mais on n'est pas rentré dans le sujet. On a dit que Ferrari voulait pas continuer à travailler avec nous. Je parle de Ferrari, l'usine. Et donc on avait la possibilité d'avoir les 2,96, 2,96 GTB et 2,96 GTS. GTB, on avait décidé de faire un Rosso Corsa intérieur rouge aussi. Et la GTS, donc la Spider, était en viola Hong Kong, avec intérieur en Alcantara gris et sur piqûre jaune, étrier de frein jaune. Enfin, c'était vraiment une chouette config. Pourquoi on les a pas fait? Parce que l'idée, en fait, c'était de réussir à créer un portefeuille de Ferrari assez conséquent que pour avoir des modèles spéciaux directement avec Ferrari. En ayant l'édition spéciale de la 296 GTB ou GTS, comme la Pista en fait dans son temps. Et puis d'autres modèles. Et en réalité, au bout de plusieurs mois après qu'on les ait configurés, signés, on avait payé la compte, je pense, depuis 1 an, j'ai eu un coup de téléphone de Ferrari qui me disait « Ouais, Angel, t'es sûr pour tes 296 que c'est vraiment dur, hein. On se bat avec l'usine, mais c'est vraiment compliqué. On pourrait peut-être les garder ceux-là, mais dans tous les cas, tu pourras pas avoir de modèle spécial. » Et donc je dis « Bon, si j'ai pas de modèle spécial, je vais réfléchir et je te dis quoi ?» Et donc là, j'ai regardé en fait la cote d'une 296 GTB Rosso Corsa avec 2000 km. Et je me suis rendu compte que si je l'achetais avec 2000 km, on pouvait la louer presque 2000 € moins cher pour les abonnés, parce qu'il y a une décote qui était juste monstrueuse, et encore aujourd'hui, sur les 296 GTB. Et donc, il n'y avait aucune utilité à la configurer, surtout sur une configuration qu'on pourrait dire de base. Tu vois, la Rosso Corsa, finalement, c'est quand même une config, c'était un peu une config pas classique, mais enfin, si Rosso Corsa sur une Ferrari, c'est une config quand même classique. Et donc, on s'est dit, vaut mieux acheter une bonne occasion. Chez Ferrari Stuttgart, il y en avait avec 2-3 000 km pour genre 60 ou voire peut-être même 80 000 € hors taxe de moins. Et du coup, on s'est dit, aucune utilité d'aller brûler cet argent en l'achetant neuve. En plus, on n'a pas de lien avec la marque. Et du coup, c'est juste les abonnés qui vont payer une voiture qui a une dépréciation sur 10 000 km ou 3 000 km là, dans le cas précis de cette voiture. Mais nous, on continue un peu plus longtemps, donc ça s'amortit, mais de 80 000 balles. Ça va juste coûter beaucoup plus d'argent, on va dire, aux clients. Donc on a nexté, on a pris le pass de ressortir du deal et dire ok, très bien, vous savez quoi, vous voulez pas travailler avec nous, on ne veut pas vous forcer. Merci à la concession, tant pis pour la marque, et rendez-nous notre argent. Et on s'est retiré des deals, quoi. C'est ça, parce que du coup, le deal avait été fait, le bon de commande avait été signé et tu avais déjà fait un premier paiement. Ah ouais, un premier paiement pour chacune des voitures, et ensuite configuration officielle lancée, ouais. Et j'ai encore une des 2 Ferrari sur mon My Ferrari, sur mon application. Entre-temps, on est à la fin de l'année, il n'y a toujours pas de 296 pour des raisons qui dépendent pas vraiment de nous. C'est-à-dire c'est un peu les abonnés et leurs demandes qui influent ce qu'on veut acheter. Bon, tu regardes, il n'y a aucune Macan à l'arrêt, jamais. Or qu'on en a acheté des dizaines. Range Rover Sport, plus ou moins pareil, ça se loue très très bien. 911, il n'y a jamais à l'arrêt. Donc c'est cool pour les abonnés One d'avoir une belle diversité. Je pense qu'on a déjà une belle diversité, mais on n'a pas ressenti le besoin en fait d'acheter beaucoup plus de voitures pour l'abonnement One. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est donc toujours conserver une belle diversité des modèles, mais surtout que cet abonnement, il soit vraiment ultra exclusif et que les clients, ce soit vraiment le sommet de notre pyramide en termes de clients. Et donc, pour que ce soit vraiment un sommet de pyramide d'une pyramide très haute, il faut évidemment que les catégories inférieures aient beaucoup plus de masse. On l'a expliqué lors de l'explication du business plan où je disais, voilà, j'ai envie de descendre le coût moyen par ressource. Et donc effectivement, quand tu achètes des voitures à 300 000 l'unité, ça n'influe pas vers le bon sens le coût moyen par ressource. Donc voilà, on a gardé ça un petit peu sous le coude pour l'instant, sans oublier qu'il y a quand même pas mal de belles voitures qui font bientôt partie de l'abonnement en plus. Donc voilà, on a changé un peu notre focus. C'est pas pour autant que les Ferrari, il faut pas les commander, puisqu'on va les acheter de stock. C'est quand même une voiture qui se vend beaucoup, donc il y aura toujours une belle petite 296 pour acheter. Et c'est quelque chose qu'on peut, voilà, si on décide d'en acheter une, 3 semaines plus tard, on en a une, quoi.
Et on a sauvé minimum 2 fois 80 000, soit 160 000 euros, soit plus que le prix d'une R8 en les achetant pas chez la concession. On les a descendus d'une catégorie en les achetant si on les achetait d'occasion plutôt que neuves. Donc pour te donner l'impact qu'a la décote, quoi. Mais du coup, ouais, 296, bon, c'est des voitures que j'aimais bien. C'est pas non plus la voiture sur laquelle je voulais absolument ne pas passer à côté. Je pense que cette voiture, bon voilà, on peut l'acheter quand on veut. Je pense pas qu'elle va prendre spécialement de cote. Si on veut l'acheter dans 6 mois, elle sera toujours là. Il y aura toujours des super belles voitures. Donc pas de souci. Puis quand je vois comment se comporte la cote du marché, bon, c'est un désastre, hein, tu vois. 80 000 en 24 mois, c'est même pas en 24, mais imagine en 24, déjà juste le coût de la dépréciation pour nos abonnés, tu fais 80 000 divisé par 24. Je vais le faire comme ça, je suis fatigué, là, 22 heures. 80 000 divisé par 24, tu es déjà à 3 333 euros par mois de dépréciation. D'accord? Et là, je vous parlais de trouver des modèles qui avaient 3 000 km, 5 000 km. Hein. Je ne vous parle pas des modèles qui ont 48 000 km. Hein. Donc, tu as déjà ça. Ensuite, tu rajoutes un 400-500 balles d'assurance par mois, 10 000 balles de taxes, même un peu plus en 2 ans. Puis après, les entretiens, les maintenances, etc. Le coût du financement, tu en as aussi pour 80 000 balles. Bon, c'est carrément déconnant. On va se retrouver à des prix qui sont complètement fous. Et finalement, je te l'ai dit, hein, une catégorie de différence entre l'acheter d'occasion et l'acheter neuf, quoi. Et tu sais à quoi c'est dû, cette énorme dépréciation? Mais en tout cas, au départ, tu vois, Ferrari, ils ont toujours bien joué leur jeu. Et avant, avec plus de vérité, en fait, si tu veux, au tout départ, la 296, c'est le côté. C'était difficile à avoir, machin, un truc. Bah. D'ailleurs, c'est pareil avec la GTS. Et puis tout d'un coup, le marché l'a redressé. Je pense que le marché de l'occasion, il donne souvent raison à la cote de la voiture. Donc je m'explique. Avec un laps de temps non réaliste, donc ou un laps de temps très court, dès que la voiture vient de sortir, c'est tout ce qui est marketing, complexité à avoir, un petit peu le brand love de la marque aussi, en mode waouh, c'est super compliqué d'avoir une 296, les gars. Je vais voir ce que je peux faire, etc. Et du coup, comme ils en jouent vraiment dans tout, ils réduisent en fait les quotas qu'ils donnent ou ils rendent ça compliqué à avoir, alors que pas vraiment en fait. Ça fait que si tu veux, les voitures elles ont une haute demande parce que tout le monde pense que c'est compliqué à avoir. Et de temps en temps, c'est vraiment le cas aussi. Mais quand tu regardes le marché à 2 ans, eh bien tout ça, ça a disparu. Parce que les gens sont plus pressés à l'avoir. Je veux l'avoir premier, ça c'est fini. Les voitures ont été vendues et il y en a plein qui ont été vendues et qui sont sur le marché. Et puis c'est le marché qui donne la cote réelle. Par exemple, avant, une F8 c'était moins cher qu'une 296 sur le marché de l'occasion. Et maintenant, tu vois que la F8, elle vient rattraper la valeur de la 296 GTB sur le marché de l'occasion, alors qu'il y avait vraiment une grosse différence. Il y avait 100 000 de différence, tu vois. Et maintenant, ça la rattrape. Pourquoi? Parce que la F8, c'est une superbe voiture. Et la 296, elle était un peu trop famous pour ce qu'elle était au niveau du prix. Tu vois, donc elle vient, le marché, il corrige, tu vois. Le marché d'occasion, il corrige la vraie cote. Les constructeurs, ils veulent mettre une voiture à 500 000, et puis le marché de l'occasion, il dit, OK, vous avez raison, la voiture, elle vaut 500 000. Ou non, en fait, pas du tout, parce qu'en fait, la précédente, elle vaut 300 000, elle est bien mieux. Et du coup, celle qui vaut 500, elle va tomber. C'est pas parce que tu l'achètes une Ferrari à 300 000 ou 400 000 qu'elle les vaut. C'est pas vrai, tu vois, c'est absolument faux. C'est le marché qui va corriger ça. Donc, il faut regarder un petit peu. Quand tu regardais qu'une 296, c'est le prix d'une Pista, la GTS, c'était le prix de la Pista. Ouais, c'était une édition spéciale, tu vois. C'est un modèle emblématique face à une GTB, GTS qui est vendue à la masse. C'est normal que ça se corrige, tu vois. Donc voilà. Mais ça, c'était prévisible. C'était prévisible de savoir que la 296 allait se corriger. Alors moi, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais. Parce qu'elle est descendue en dessous de 300 000 TVAC. Hein. T'as des 296, un peu, pas la GTS, mais la GTB, t'as genre 280 TVAC, 290 TVAC. C'est une belle décote, quoi. C'est une belle décote, donc voilà. C'est quoi le modèle ou le véhicule le plus demandé chez Turismo? Vraiment, genre, c'est impossible qu'il reste une semaine ici. Je dirais la Porsche 911. Ouais, la Porsche 911 Carrera, ça c'est un banger absolu. Hein. Après, parce que de base, c'est déjà un banger absolu, tu vois. Je veux dire, une 911, ça plaît à tout le monde.
c'est exceptionnel. Macan S aussi. Macan S et 911, c'est vraiment des très très belles voitures. Mais là, à voir, parce que ça dépend aussi de ce qu'on achetait en masse. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'achats de Macan et de 911, donc ça a poussé le marché. Peut-être que demain, ce sera, je dis une bêtise, le GLE, pour des autres raisons. Donc on verra. Là, pour l'instant, par exemple, toutes les Macan électriques qu'on reçoit, elles sont toujours réservées. Donc c'est bien plus profitable d'en acheter. Et j'ai pas mal d'idées aussi sur ce que je voudrais acheter en 2025 et faire. Mais donc voilà, ça pour répondre à ta question, tu l'as quoi. Premier véhicule acheté pour Turismo. Turismo, c'était une RS6. Et après, tu es allé à fond dans les catégories les plus supérieures, non? Tu as direct acheté. Ouais, mais il faut pas oublier que quand on commençait à acheter des voitures comme ça à l'époque, on faisait de la location court terme. Et du coup, on était vraiment sur de la supercar. Ici, on est plus. Les clients qui sont clients Turismo, c'est leur délicat. C'est-à-dire, c'est leur consommation du quotidien. Et donc, il faut répondre à ces besoins-là et plus à des besoins de location occasionnelle de court terme. Donc, c'est plus pareil. Les clients sont plus les mêmes du tout. Et donc les voitures et leurs besoins, leurs envies ne sont plus les mêmes non plus. On a fait un événement avec Rimac ici. Ouais, on a fait un événement avec Rimac. On a ramené Ronnie Kert, qui est un des bras droits de Maté ici, avec Bernard aussi, qui est brand manager Rimac Bugatti pour le Belux. J'avais un ami aussi qui avait ramené sa Bugatti Super Sport. On a fait un chouette événement. On a essayé de présenter la voiture ici au Luxembourg. Il n'y a pas vraiment d'arrière-pensée de base. C'est juste que voilà, on connaissait du chouette monde. On avait un beau lieu. On avait des chouettes liens avec, enfin, on a toujours d'ailleurs des chouettes liens avec Rimac Bugatti. Donc on a fait un chouette événement. Suite à cet événement, on est retourné chez Rimac. J'ai même mangé avec Maté dans un petit bar à sushi à Zagreb. C'était dans une espèce de tour comme ça d'appartement. Au rez-de-chaussée, il y a un bar à sushi. Et vraiment au milieu de nulle part, il arrive, il pose juste sa chiron devant l'entrée du truc qui est un truc lunaire, quoi. Je kiffe vraiment. Du coup, on a passé une chouette journée. De nouveau, on a revisité l'usine. J'ai vraiment vu l'upgrade du service Rimac et vraiment la touch Bugatti du service qui est venu se plugger en un an. Je pense que ça faisait un an que j'avais pété l'usine ou un an et demi. Je te dis une bêtise, mais l'année passée, je suis dans une salle de réunion. La table est vide, on reçoit des petits chocolats, c'était déjà super bien. L'écran, il y a un écran en face et on fait la config. Cette année, je suis arrivé, la table était dressée avec un majordome qui nous accueille, habillé en costume, 3 pièces, table dressée, les assiettes partout, des chaises confortables, un cuisinier qui nous fait à manger pendant l'heure du midi avec des shows de nourriture un peu gastro, je sais plus comment on appelle, un peu fusion aussi, c'est un dessert où il y a la fumée froide qui se dégage, enfin un truc un peu cool. Donc tu vois quand même qu'ils upgrade. J'avais déjà fait le test routier, donc cette fois-ci on a fait un test sur circuit avec un peu de drift, des accélérations, on a testé les différents modes de conduite, donc c'était super cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le dernier podcast, tu racontais déjà que tu avais déjà été invité par Rimac. Ouais. Et personne ne le croyait. Tout le monde était là. Ouais, vous trouvez pas que c'est bizarre que dans toutes les images qu'il nous montre, on le voit jamais, lui, dans une Rimac? Ouais, mais en fait, c'est constant sur les réseaux. C'est-à-dire, ça fait depuis que j'ai commencé que personne me croit, tu vois. Hein, t'as vu, il a acheté une Lambo, cette Lambo, hein, tu vois. Ah, il a été chez Rimac et pas de vidéo. Bon, bah écoute, et en fait, ça continue. Et ça continue parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Et je pense que ça va continuer un peu. Le truc où tout le monde te croit pas, mais finalement, t'en as rien à foutre parce que si t'es pas clivant, c'est que t'as pas vraiment quelque chose de fou à raconter, tu vois. Je veux dire, après, c'est cool que les gens ne croient pas. C'est tellement huge que certains ne croient pas. Bon, voilà. C'est que je fais des trucs cool de ma vie, quoi. Mais au final, voilà, un an après, tu as été réinvité. On a plus de matière. On te voit, toi, dans une Rimac. Ouais, donc mais là, les gens, ils pourront plus rien dire. Ils pourront plus rien dire. Tout le monde pense et dit ce qu'il veut. Moi, je le vois avec le nombre. On a des haters attitrés, c'est-à-dire que il y en a qui reviennent non-stop sur les réels. Et en fait, il y a une petitesse d'esprit dans les haters qui est vraiment déplorable. Si je me préoccupais de la vie des gens, je peux te dire que j'avancerais beaucoup moins vite, quoi. Ouais, donc pour le chapitre GT3 RS, je pense que ça fait maintenant plus d'un an qu'on commence à le documenter. Ouais, même plus que ça, peut-être, depuis le début, en fait. Et donc, c'est vrai que, bon, Porsche, sur ce coup-là, ils n'ont pas été les plus cools du monde, dans le sens où ils nous ont fait attendre énormément de temps, puisqu'on l'a commandé, je pense, en 2021. On va la recevoir en 2025. Ça fait 4 ans, et on a acheté une 50aine de Porsche entre-temps. Donc, t'imagines, on a eu le temps de monter tout Turismo. On a eu le temps de passer la boîte à moins de 5 millions jusqu'à 30 millions de valo.
Et ils nous ont toujours pas livré une GT3 RS, putain. Alors maintenant, c'est fait. Et en plus, on a une belle machine et on en reçoit 2 autres en plus. Mais bon, enfin, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César, tu vois. Petit truc bonus, t'es pas obligé de rentrer là-dedans. Non, mais on peut y aller. Mais non, en fait, là, c'est plus en mode humoristique parce que vu que tu achètes des produits chez différentes marques constamment, on voit qu'il y a des gens, ils veulent un peu de bannière en mode bon, on ne vendra plus de véhicules et tout. D'autres Porsche, bon, ils ont mis du temps à te donner la GT3 RS, mais ils t'en donnent quand même une, ils te permettent de faire exclusive manufacture. Est-ce que tu arriveras à donner une personnalité à chaque marque? En mode eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça. Je dirais que Ferrari, c'est une des plus belles marques du monde. Maintenant, je trouve que leur système, en fait, ça devient un peu too much, tu vois, ce système de c'est compliqué à avoir, etc. Parce qu'en fait, avant, c'était vraiment compliqué à avoir. Et on parlait de ça sur les modèles spéciaux. Tu vois, et une qualif, bah, tu pouvais acheter une qualif, t'étais n'importe qui, t'achetais une qualif, tu vois. Mettais 200 000 sur la table, t'avais ta qualif. Maintenant, ils font genre, c'est impossible d'acheter une Roma, c'est impossible d'acheter une Roma Spider, c'est impossible d'acheter une 296. Puis tu regardes avec un peu de perspective, 2 ans plus tard, les caisses, elles ont toutes perdu 100 000. Il n'y a jamais eu une caisse, il y a 10 ans, où c'était impossible d'acheter, qui ont décoté de 40%. C'était tout le temps des modèles spéciaux, style 360 Challenge, 458 Italia Speciale. Et ça, c'était des voitures F12 TDF, des voitures difficiles à acheter, mais ça perdait jamais de sa cote. Et en fait, maintenant, ils font genre voitures difficiles à acheter sur des voitures basiques. Je trouve que ce jeu, il est un peu pourri. Et en fait, c'est un peu biaisé pour l'instant. J'aimais bien la réelle rareté. Tu vois ce que je veux dire? Pas la rareté montée, parce qu'on a vu que ça marche et que du coup, on peut augmenter nos prix à tout va. In fine, des trucs qui sont vraiment rares et difficiles à avoir, tu peux regarder dans toutes les industries, c'est généralement des trucs qui décodent jamais. Tu vois, je veux dire, un Birkin, ce serait pas difficile à avoir si quand tu sortais de magasin, ton sac, il valait 5 000 à la place de 10. C'est-à-dire, ça a toujours été difficile à avoir parce qu'ils maîtrisent l'offre et la demande, mais également l'offre et la demande du marché secondaire. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que leur produit, toujours sur le marché secondaire, vaut plus. Et donc, ils contrôlent, si tu veux, les 2 marchés. Ferrari, c'est plus le cas. En fait, avant, sur le marché secondaire, comme ils contrôlaient réellement l'offre et la demande, et que c'était pas un espèce de brand love bullshit, ça marchait vraiment. C'est-à-dire que les voitures d'occasion, qui étaient difficiles à avoir, avaient une vraie influence. Le fait que c'était difficile à avoir avait une vraie influence sur le prix, et du coup, ça augmentait. Pista, F12 TDF, toutes les voitures rares, bref, je te les passe, la Ferrari, tout le bazar. Et maintenant, plus. Puisque tout est difficile à avoir, il faut supplier pour tout avoir, mais en fait, ils ont tout. Donc, ouais, ce truc-là, ça me fait un peu rire. C'est devenu trop, en fait. Donc, moi, de loin, je vois ça un peu comme une farce, quoi. Par contre, rien contre la marque, je l'adore. Mais cette technique-là, je trouve que là, tu vois, il faut pas abuser des bonnes choses. Maîtriser l'offre et la demande sur un modèle, c'est un truc très compliqué. Sur une marque en entier, c'est pas possible. Tu peux pas maîtriser l'offre et la demande du marché secondaire. C'est comme je te disais, 2 ans plus tard, la voiture qui était compliquée à avoir, sur laquelle certaines personnes un peu mal informées auraient été prêtes à payer 25 000 € de premium, se retrouve à avoir des cotés de 125 000. Ça doit pas arriver. Tu vois? Mais en fait, il y a un jeu, ça fait quelques années que tout le monde joue avec ça. Regarde, Spider RS, GT4 RS, aujourd'hui, ça décote. Il y a un an, on vend un routé de 80 000 de plus. Tu vois, et c'est le marché secondaire avec un laps de temps réaliste, comme je te disais tout à l'heure, qui lui donne raison ou pas. Sur 6 mois, tu sais pas savoir. Genre là, la Revuelto, t'as aucune idée. C'est-à-dire, tu vois des Revuelto à 950 000, la caisse vaut 628 000, c'est compliqué à avoir, c'est difficile. Or qu'il y a 5 ans, t'as acheté une Aventador. Maintenant, tout le monde joue à ça. Ouf, une Revuelto. Bon, tu mets déjà 30 000 et puis on voit, tu vois. Arrête tes conneries. La caisse, elle vaut 650 000, mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est quasiment près du triple du prix de lancement de la Ventador. Ça vaut 900 000 sur le marché, donc pour l'instant, tu as la fame. Mais dès que tu en auras livré pendant 2 ou 3 ans, on va voir si tu l'alimentes. C'est-à-dire que le marché secondaire, si tout d'un coup, les caisses, elles sont à 450 000, 500 000, qui n'est pas déconnant, hein. Ça voudrait dire, allez, si elles sont à 500 000, elles sont 100 000, 150 000 plus chères qu'une Aventador S. Une Aventador S, c'est une bonne voiture. 150 000 de plus pour une Revuelto. Bon, je sais pas si ce que vous en pensez, ça vaut le coup ou pas? 150 000 de plus une Revuelto? Ouais. C'est vraiment une bonne caisse, mais je suis pas pressé de l'avoir. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup d'argent. Quand tu vois 280, 290 000, une GT3 RS avec 2000 km d'occasion, ça a une valeur qui est réelle. Et c'est le marché de l'occasion qui régule. Mais par contre, tu aurais regardé 1 an, 2 ans avant ou 3 ans avant, quand elle venait de sortir, elle aurait été à 480, 580. Mais c'est pas la réalité du marché, il faut attendre un petit peu. Il faut que ça se délivre un peu, puis tu vois, et puis boum, et ça se corrige comme la F8 et la 296. La F8 qui prend 50 000 de cote, la 296 qui a diminué de 50 000 de cote, et ça en 6 mois. Parce que ça se corrige, parce que les F8 c'est une pure voiture, tu vois. Et la 296, elle était surcotée en termes de tarifs. Toi,
toi, tu arrives à deviner si justement. Ouais, j'ai pas la science infuse, mais c'est un peu, c'est toi et ton feeling, tu vois. Tu dis, ah, Apple, ça va encore croître pendant les 10 prochaines années. Ah, Apple, ça va faire diviser par deux parce que je pense que Samsung va tout péter. Chacun a son avis. Moi, je me suis déjà fait surprendre, en tout cas, ouais. En fait, maintenant, c'est devenu un argument de vente. Mais surtout et n'importe quoi, même les formations sur Internet, tu vois, ils vont te faire genre, ouais, on s'est accepté que 100 personnes, on est déjà full, etc. Et les mecs, ils ont vendu une formation, tu vois, une. Ils ont 99% de taux de non-occupation, de disponibilité, et pourtant ils vont jouer dessus pour te donner ce FOMO qui est devenu un terme populaire en 2024. Donc voilà. Mais à un moment donné, c'est le FOMO, si t'en surjoues, ton marché te corrige toujours à un moment donné ou un autre, avec le temps. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire corriger. Donc, première keynote, on a abordé. C'était encore en 2024 la keynote? Ouais, c'était en avril. T'as vu, on dirait que c'était il y a beaucoup dingue. plus longtemps. Hein. Ouais, c'est dingue. On parlait déjà de la driveline, elle est toujours pas là. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, dans la keynote, on a abordé la driveline. En vrai, la driveline, je pense qu'elle va pas trop traîner à arriver. Mais l'agilité à changer de focus quand on est au départ d'une boîte, c'est super important. C'est-à-dire qu'on s'en fout que les gens pensent qu'on a foiré ou autre. En fait, on n'a absolument pas foiré. On a juste changé notre focus pour être encore plus fort. Et on avait besoin de faire d'autres choses avant la driveline. Donc, c'est juste un projet qu'on a mis en pause. Mais on va la sortir. On n'a pas mis en pause, mais on a mis moins de ressources dessus. On avait une driveline fonctionnelle, mais pas fluide. Tu te rappelles? Cette driveline, maintenant, elle est à la poubelle pour une nouvelle. Vous pouvez monter, hein, les gars. Ok. Donc voilà. Je pense que la keynote, ça a marqué un truc fun qu'on a envie de refaire et qu'on va continuer à refaire. Et c'est l'idée de vouloir faire différent et plus grand, tu vois. Dans la keynote, on a également annoncé pas mal de modèles, donc on peut peut-être faire une petite vue rapide sur tous les modèles qu'on a reçus. Macan électrique, validé. Short wheelbase, validé. 296, bip. Cayenne hybride, on l'avait pas encore reçu, je pense. Donc Cayenne hybride aussi. Il y a GT3 RS, GT4 RS. Il y a maintenant Spider RS qui vient se rajouter. Ça, c'est 3 véhicules qui arrivent là. Ouais, mais Spider RS, on l'avait pas annoncé. Ah, il y avait Bentley Bentayga vert. By the way, on a acheté les deux Conti. Et en plus de ça, il y a eu la GT3, la Boxster. Ouais, GT3, Boxster, c'est vrai. Ok, il reste juste effectivement le Graal, l'SVJ. Ouais. Avec le recul, qu'est-ce que tu en penses à présent? Tu me demandes si c'est une bonne idée de mettre 1 demi-million d'euros hors TVA dans cette voiture. Ou même juste ton kiff personnel. La question peut être prise dans les deux sens. Bah, c'est pas que mon kiff personnel, c'est le kiff de Turismo. En fait, si c'était que mon kiff personnel, ce serait pas intelligent aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est ce qui fait, si tu veux, quand tu veux augmenter le triangle par le bas, dont on parlait tout à l'heure, donc acheter plus de catégories inférieures, il faut continuer, si tu veux, à alimenter notre flotte avec des véhicules toujours plus exceptionnels. En gros, c'est une technique où, si tu veux, tu pousses la pyramide vers le haut, donc tu as toujours des voitures plus incroyables, mais tu alimentes plus conséquemment les voitures de catégorie inférieure. Parce que si tu suis pas les autres, en fait, au lieu de devenir une marque de luxe, on va devenir une marque premium. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important d'acheter une SVJ. Est-ce qu'il faudra en acheter 5? Non. Est-ce que ça à refaire? Oui, fort probablement. Comme la Revuelto, par exemple. Est-ce qu'on va acheter 3 Revuelto? Non. Ok, ouais, bah Revuelto, on l'a acheté, je pense que avant que le modèle sorte ou que le nom soit annoncé, etc., j'avais déjà posé la compte. Ça remonte, je pense, à l'époque de l'Evo Spider rouge. Je pense au même moment que la GT3 RS, donc en 2022. Et ça fait longtemps que j'ai signé, non pas posé la compte, pardon, signé le bon de réservation. J'ai posé la compte il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai signé le bon de réservation à ce moment-là, au même moment que j'avais signé Urus, avant que Perf et S sortent. Il faisait juste marquer le nouveau Sport Edition. Donc on ne connaissait pas le nom. Et donc j'avais signé les deux en même temps. Donc oui, elle va arriver. Dans un premier temps, elle pourra pas être louée parce que du coup l'usine fait des siennes aussi. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que tout ça, ça va se corriger. Est-ce que ça va être ton daily? Non. Est-ce que tu iras chercher ton pain en Revuelto? Non, j'irai plutôt chercher mon pain en SVJ pour l'instant. Et du coup, pour la config finale, est-ce que tu prends finalement tout le haut en carbone et tout ou... Non, on a décidé de faire une autre config et ça, on l'avait vite fait expliquer. Je l'ai refait quand j'étais à côté de la tourbillon à Knock. On a refait la config, c'était assez rigolo parce qu'en fait, on a privatisé l'endroit où il y avait les tourbillons
et on a débranché la vidéo des tourbillons qui passaient pour rebrancher, si tu veux, le PC qui envoyait la config de la Lambo dans le truc Bugatti. Donc marrant, d'ailleurs j'ai une vidéo vite fait. Donc on a reconfiguré la voiture, on a retiré pas mal d'options, on l'a configuré un peu différemment. Bon après ça affiche toujours 628 000. Je sais plus si c'est hors TVA ou TVAC d'ailleurs. Je pense que c'est hors taxe. Quoique. T'as une idée toi? Je sais pas. Tu te rends compte, on est du coup à 120 000 € près. Le tarif de la 21%, si c'est hors taxe ou TVAC, c'est carrément 20%. Donc c'est 120 000 balles de TVA de diff. Du coup, ça doit être TVAC, c'est pas possible. Je peux vite faire regarder. Hein. Revolto, c'est TVAC. 626 712 TVAC. C'est 517 944 €. La dernière version qu'on a fait. L'autre était 50 000 de plus. Fin d'année, tu as fait un deal avec Porsche, Mercedes et il y a eu également le défi des 90 voitures. Bah, le défi des 90 voitures carrément foiré. Ah non mais c'est vrai. Après je me suis pas battu pour, mais si tu veux, le deal avec Porsche il devait être beaucoup plus gros et ils ont pas réussi à aller au bout. Du coup j'ai acheté 27 Macan sans deal de reprise, mais de base on devait acheter genre 20 911 de plus et 10 Cayenne. Et peut-être même il y avait même des Panamera dans le lot. Donc ça on l'a pas fait. Donc on a fait un deal qui est moins gros que ce que je voulais faire, beaucoup moins. C'est pas très grave. Bon Mercedes eux ont réussi. Ou du moins, on n'a pas encore contractualisé à 100%. On a contractualisé une partie du deal sous condition de contractualiser le reste. Enfin bref. Mais en tout cas, pour l'instant, ils tiennent leur engagement sur les valeurs de reprise. Or que je leur ai jamais acheté de voiture. Ok, donc au final, sur 90 voitures, tu as pu en acheter combien? Sur 90, 68. Si je me chauffe, j'aurais pu faire les 90. Mais... En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir peur de créer ses ambitions quand tu n'es pas encore sûr de gagner. C'est trop facile de dire hein, je vais le faire quand tu sais que tu l'as fait, tu vois. Il reste encore je veux pas le faire. Le nouveau site. Ah ouais, tu me mets dans les bourbiers non-stop en fait, tu vois. Ouais, le nouveau site, il a été live et puis il a été retiré pendant quelques semaines, voire quelques mois maintenant, parce qu'on a décidé de passer directement à la V2 du site, parce que la V1, il y avait trop de choses qui allaient pas encore. Donc on est retourné sur notre ancien site. Donc on a fait un petit demi-tour vite fait, pas très grave. Ça va revenir, je pense que d'ici la mi-janvier, mi-février, on devrait sortir la V2 du site. Et ensuite, autre nouveauté dans l'offre Turismo, l'abonnement single. Ouais, bon, donc cette année on a sorti l'abonnement Turismo single. Finalement c'est pas une grosse révolution de service. Puisque la grosse révolution de service c'est le multi. Single est beaucoup plus proche de ce qui se fait déjà que le multi, tu vois. Par contre, pour nous, ça nous permet de scaler beaucoup plus fort et d'avoir beaucoup moins de travail pour chaque voiture. Et du coup, si tu veux, d'amortir nos frais de structure sur un plus grand nombre de voitures et un plus grand nombre d'abonnés. Alors qu'avec le multi, c'est difficile. Le single, il n'y a qu'à délivrer. On achète une caisse, elle part 12 mois, boum, c'est réglé, quoi. C'est très différent qu'avec le multi. Et est-ce que toutes les catégories sont présentes dans le single? Quasiment, ouais, toutes. Genre, il y a quelqu'un, il pourrait prendre une SVJ en single. Oui, il pourrait, mais on sentirait le besoin de racheter une SVJ pour un client, pour les clients multi-one. Mais pour l'instant, oui. Et un autre sujet aussi, on va l'aborder juste très rapidement, la 600 LT. Ouais, 600 LT, STO, Macan, M3. Mais on va pas tous les dire, si. Regarde Tarek qui se dit putain, on va faire un million de vues. Non, mais ouais, il y a eu deux, trois problèmes, 2-3 ajustements nécessaires. Après, plus on a de voitures, plus on a des risques de sinistres aussi. Je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'on push un peu plus les catégories inférieures. Parce que bon, quand t'as une STO qui prend le mur, bon, forcément ça fait chier et c'est un gros impact sur la boîte. Alors que si ça arrive sur une catégorie 1, c'est un impact 5 fois plus petit. Donc, bon, ça c'est un peu différent. By the way, le mec, deuxième location, je pense. De base, il est upgradé et une semaine plus tard, il la met dans le mur, tu vois. Mais uniquement de par sa faute, quoi. Et donc c'est chiant en fait, c'est pas cool et c'est fatigant. Alors qu'avec les voitures de plus petite catégorie, déjà, comme c'est plus des voitures moins dangereuses à rouler, déjà elles coûtent 5 fois moins cher et en plus de ça, elles sont moins dangereuses à rouler. Donc in fine, c'est 2 fois plus sécurisant pour nous. Ouais, donc Pista, on est reparti, on s'est dit qu'on allait refaire retourner dans l'abonnement, donc on l'a retiré pendant un petit temps et on l'a fait une peau neuve, tu vois, comme un serpent, elle renaît sous une nouvelle peau pour un nouveau cycle. Du coup, ouais, donc elle reste parce que finalement, qu'est-ce que tu veux acheter de mieux que ça? Je veux dire, une Pista, c'est exceptionnel. 296, c'est une super caisse. C'est vraiment une bonne caisse.
mais elle me fera pas oublier la pista, tu vois. C'est-à-dire, si on n'a plus de pista, moi, quand on a une 2,96, c'est pas cette fois-ci, pour moi, c'est un lot de consolation, tu vois. C'est vraiment un lot de consolation. On est dans une époque où on peut pas juste dire, il y a mieux qui est sorti. Il y a différent, mais il y a pas mieux, tu vois. C'est très différent. La 2,96, c'est une pure caisse. Mais plus avoir de pista dans Turismo, ça me ferait chier. Plus avoir d'Aventador dans Turismo, ce serait super ralent. Plus avoir d'Huracan V10 dans Turismo, c'est... Oh putain, j'ai cru qu'on avait plus d'Huracan V10. Il nous en reste une. Ce serait un désastre. Tu vois, plus avoir de Macan V6, c'est nul. Alors ouais, les Macan électriques, c'est cool, etc. Ça marche bien. Mais putain, ça fait chier de plus avoir de V6. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est dans une époque où si je peux rallonger un peu le cycle de vie des voitures, je vais le faire. Parce qu'il n'y a pas mieux après, en fait, tu vois. Et alors là, on va en venir à la fameuse levée de fonds que Turismo a faite. Oui. Bon, fameuse. Une belle. En fait, c'est le seul truc, c'est comme toujours, en fait. Quand tu l'as pas encore fait, tu dis ça va être fou. Puis quand c'est fait, c'est même pas encore reçu, moi, je suis carrément au deal d'après. C'est ce qui fait aussi, je pense qu'on va vite. Parce que là, on est déjà en train d'entamer les autres levées. On en avait parlé un peu avec Valentin, mais on n'a pas publié ça. Et du coup, on cumule cette levée avec plus de 20 millions d'euros de dette. Là, on est sur un deal avec 8 millions sur on verra si ça passe. En tout cas, l'accord de forme pour l'instant. Non, de forme, mais pas d'échelle. Donc, on ne sait pas combien d'euros ils vont nous financer. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on avait déjà une petite ligne chez eux. On a l'accord de fonds sur la structure personnalisée du leasing ou du crédit. Et là, on est en train de négocier l'échelle. On a demandé 7 millions de plus. On a sur laquelle on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et puis, on a avec qui on travaille déjà. Je pense qu'on avait 3,5 millions chez eux. Et on essaie de faire passer ça à 7 millions. Puis, on a des prêts dilutifs, dits prêts obligataires. On va pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est pas du financement auto. C'est autre chose. Ça aide les entreprises qui scalent à avoir des fonds comme des capitaux propres, mais qui sont pas dilutifs. Donc finalement, à l'impact du jour J, le dilutif ou non dilutif, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on reçoit l'argent sur le compte, on reçoit 100 000 et on peut utiliser 100 000, que ce soit un prêt obligataire ou que ce soit des actions. Sur le truc, c'est que le prêt obligataire, on garde nos actions, mais on a une obligation de remboursement d'intérêt et de capital, mais à terme. Donc on ne rembourse pas le capital tout le temps. Il y a des hypothèques qui peuvent être prises sur des garanties, sur des actions d'entreprise. Si les actions évoluent, ton prêt peut évoluer vers la hausse ou vers la basse au niveau des intérêts, mais aussi avec les montants que tu peux avoir, les échéances. C'est un peu compliqué, c'est un nouveau monde. Mais du coup, ici, on regarde pour lever entre 4 et 6 millions en prêt obligataire non dilutif, du coup. Ce qui fait que, imagine, on aurait dû prendre 6 millions de plus en dilutif, on aurait encore vendu 20% des actions. Turismo. Enfin, on se serait fait diluer de 20% des actions de plus. Alors qu'avec le prêt obligataire, certes, ça va nous coûter de l'argent, mais on garde ces 20%. Si 20% vaut 6 millions et qu'on pense qu'on a une croissance de 100% par an, donc 20% valent du coup 12 millions l'année prochaine, 24 l'année d'après, 48 l'année d'après, tu vois, et le prêt obligataire, il a duré de 5 ans. Donc bon, 600, 700 000 euros d'intérêt, c'est beaucoup d'argent, il faut savoir les sortir. Mais face à un exponentiel de 2 tous les ans, enfin un TCAC, du coup, un taux de croissance annuelle composé de 100% sur les actions de Turismo, 10% du coup, c'est de l'argent gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu arrives à le sortir. Puisque les actions, eux, ils ont une valeur complètement folle. Donc les dilutifs, il faut essayer de vendre le moins possible. Moi, je vois des mecs, hein, ils vendent leurs actions, ils veulent lever le plus possible en equity. Et puis, tu vois, ils ont fait un produit génial, ils ont 5%, ils sont au bord de leur entreprise, ils n'ont plus rien à dire, ils sont CEO, mais avec aucun droit de vote. Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive, tu vois. Donc, je vais essayer de me diluer le moins possible et d'être intelligent sur les autres formes de financement. Tu vois, ce moment-là, je le trouve très cool. Parce que tu débites, tu parles longuement, rapidement, sans avoir besoin de réfléchir. Et ça montre que ce qui te passionne vraiment, en ce moment, c'est le développement de Turismo. Le côté entrepreneuriat, beaucoup plus que les voitures. Je pense qu'on devrait sortir un long podcast, limite de 2 heures, 100% accès business. Ouais, bah, c'est vrai. Ouais, bah, on a fait un peu le live là, mais le live, c'était un peu boring pour moi parce que c'était vraiment expliquer le business model un peu de base, tu vois. Et ça me saoule un peu. Bah, enfin, c'est pas que ça me saoule, il faut poser les bases, mais tu vois, c'est pas ce qui me passionne non plus. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que si tu veux expliquer, l'autre fois, j'étais avec Matt Val, non, avec Mathéo, Max et Jérém, et j'ai expliqué pendant 2 heures,
Je leur ai compté ce que c'était le prêt, la dette, l'effet exponentiel avec le temps, tu vois, pendant 2 heures. Et en fait, c'est un sujet qui me passionne énormément depuis toujours. Et je pense que si j'arrive à gérer Tourismo, c'est parce que j'ai une énorme appétence sur la dette. Je pense que tout le monde, en fait, même vous ici, comprenez pas à quel point la dette peut être game changer dans une vie. Et que même quand les gens la comprennent un peu, ils comprennent pas réellement l'impact de la dette composée au temps. Avec ça, tu sais conquérir le monde, quoi. Je veux dire, il y a personne qui peut gérer la dette correctement et pas faire d'argent. Peu importe, même si c'est juste en side sur de l'immobilier, si tu es assez smart, dans tous les cas, tu s'en sors tout le temps, quoi. Tu vois, on entend souvent parler de mecs qui perdent absolument tout, et puis en 1 ou 2 ans, ils remontent de ouf. Est-ce que c'est grâce à la dette? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Entreprendre, c'est pas spécialement lié à la dette. Non, il y a plein de business où t'as pas besoin de dette. Dans Tourismo, par contre, c'est ce que je te disais, si j'avais pas cette appétence pour la dette, on serait mort. Ah, mais je dors mieux avec 20 millions de dettes qu'avec aucune dette. Et je pense que n'importe qui gère la dette dit pareil. Non. En fait, la dette, c'est un côté péjoratif, instruit depuis le plus jeune âge. Tu vois, tu dois pas devoir de l'argent, t'entends les dettes négatives. En fait, c'est un côté... Voilà. Alors, je vais pas dire négatif pour tout le monde, c'est un côté négatif pour les pauvres. Donc, c'est-à-dire que la classe pauvre, la dette, c'est horrible. C'est quelque chose il faut s'en méfier, il faut avoir peur, il faut pas être endetté, etc. Par contre, c'est le meilleur ami des riches. Donc, c'est quand même assez dingue quand tu vois cet état de fait que c'est le pire ennemi des pauvres et le meilleur ami des riches. Tu dois quand même te dire, bon, il faudrait peut-être que le meilleur pote des riches soit mon pote aussi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est déjà de base, si tu réfléchis à ça et que tu vois tous les riches qui se disent qu'ils sont endettés et qui veulent continuer à s'endetter, et que tous les pauvres que tu connais disent fais attention à la dette, c'est que du coup, il y a un truc qui fonctionne pas dans l'équation. Et c'est la perception de ça. La perception est super négative de ça. Mais c'est parce que les gens sont pas du tout instruits. Ils savent pas faire de l'argent. La majorité des gens savent pas faire de l'argent. Ils savent même pas comment fonctionne l'argent, l'inflation, les trucs. Personne qui comprend rien. Tout le monde croit savoir. Tu les regardes sur les réseaux. Tu dis ah, mais oublie pas qu'il a de la dette. Ben ouais, j'essaie d'en avoir encore plus, tu vois. Et j'ai toujours adoré ça. Et en fait, c'est inné. C'est pas une science infuse. C'est que très vite, j'ai compris que si j'avais plus d'argent, je pouvais en faire plus. Très vite, j'ai compris que si on me filait 100 balles, je pouvais en refaire 100. Si on me filait 1000 balles, je pouvais en faire 1000. Du coup, j'ai toujours couru derrière ça. Avec la connaissance de la dette que j'ai maintenant, je pense que je pourrais m'économiser probablement 70% de ma vie entrepreneuriale si je devais recommencer. Peut-être même beaucoup plus, en fait. À zéro, je parle. Au final, peut-être qu'une des raisons qui fait que certaines personnes ont peur de la dette, c'est qu'ils ne l'utilisent pas pour créer un actif. Comme tu dirais, tu as la dette à la consommation, une voiture, la dette du passif, en fait, tu vois. Mais moi, je n'ai pas une seule fois parlé de la dette du passif. J'ai aucune dette pour du passif. Aucun crédit à la consommation, rien. Oui, j'ai des dettes sur les voitures qui pourraient être du passif si j'étais en privé, que c'était mes voitures. Mais ici, c'est un actif et un rapport de l'argent. Enfin, bref, anyway. Ok. 2025, qu'est-ce que Tourismo nous réserve? 2025, Tourismo réserve déjà beaucoup de dettes, un maximum. Je vais faire tout ce que je peux pour en avoir un max, que la dette coule à flot. Et franchement, pour finir l'année, là maintenant, c'est que ça, tu vois. C'est 5 millions par là, 7 millions par là, 6 millions par là, 5 millions par là. Et j'essaie un maximum, tu vois. Et encore, hein, dès que j'ai mes chiffres, j'en vois pas de tâte, je double le truc, tu vois. Et du coup, j'ai déjà demandé, je pense que j'aurai déjà, d'ici février, plus de dettes disponibles que ce qu'il me faut pour toute l'année 2025 pour répondre au business model qu'on avait. Ce qui fait que je m'interroge sur d'autres options pour pouvoir accepter cette dette. Et donc, ça veut dire la mettre dans le système, au profit du système, avec des voitures qui seront plus faciles à faire partir, parce qu'on ne sait pas acheter 700 GT3 RS, tu vois ce que je veux dire. Par contre, il y a d'autres voitures qu'on peut dupliquer beaucoup plus fort. Et au plus on descend dans l'échelle, au plus on peut dupliquer. Alors, c'est ironique, mais parce que tu vas dire, ouais, la voiture, elle coûte beaucoup moins cher, mais le marché est exponentiellement plus grand. Donc voilà, un max de dettes, ça c'est ce qu'on pourrait me souhaiter pour 2025. Est-ce que tu penses que 2025 va être plus explosif que 2024? En fait, on est vraiment en train de sortir de la start-up, même si on n'est déjà plus une start-up depuis longtemps, mais en tout cas de cette idée start-up, on est vraiment dans la phase d'une scale-up
où la boîte, elle s'internationalise. C'est-à-dire Turismo Belgium, elle va faire 2-3 millions. Turismo Luxembourg, elle va faire, à mon avis, 8-9. Si on bosse bien, on peut peut-être faire un petit million en Suisse. Donc, au cumulé, on va au minimum doubler nos revenus. Et surtout, par exemple, en Belgique, on est passé de 120 000 il y a 2 ans à 300 000, à 1 million cette année, à 2-3 millions, tu vois. Donc, la croissance du pays, elle est folle. Et en fait, au plus on creuse, au plus on set up un petit peu, au plus on essaie de continuer à garder cette agilité, même si quand on fait une décision, ça impacte plusieurs millions d'euros d'investissement et pas juste quelques centaines de milliers d'euros. Je pense que cette agilité, il faut la garder et la préserver un maximum tout au long de 2025 encore. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir juste changer d'avis tous les jours. Bon, alors, ça prend avec des pincettes, parce que si tu fais que ça, tu es une girouette. Hein, mais en tout cas, être capable de se remettre en question, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Je ne veux pas perdre ça. Ouais, Suisse est ouvert, hein, comme le reste. Après, mon focus était ailleurs, donc on n'a pas non plus super fort augmenté la Suisse. D'ailleurs, je pense qu'on n'a même pas encore reçu le papier de confirmation de l'ouverture. C'est pour ça que j'ai encore le capital de 50 000 qui est bloqué là depuis... Oui, on a l'argent partout bloqué. Et là, il est bloqué depuis je sais pas combien de temps. C'est chiant à mourir. Et si je gérais pas bien mes trésors, c'est ce qui coule des boîtes. En veux-tu, en voilà. Tu bloques pas comme ça du fric des boîtes aussi intensément. Donc ça me fout droit. Ça me casse la tête. Parce que les pays sont déjà tellement mal gérés. Et en plus de ça, on te nique les mecs qui font du volume d'affaires et qui font bouger l'argent. Alors que finalement, on a besoin que de ça. C'est-à-dire de réussir à faire de l'argent dans nos pays. Tu vois, et c'est lunaire. Ouais, on va finir sur quelque chose de positif. Sur plein de haine. Sur plein de haine. Ouais. Non, sur quelque chose de positif. Une première. Oh, non. Non, tu veux pas? Je sais pas, c'est ça que t'allais parler. Bah ouais, j'allais dire ça, tu veux pas? Je sais pas, allez, ça passe à place ici, quoi. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Parce que moi j'ai le rush. J'ai le rush de là-haut que je compte quand même mettre en fin de cette vidéo. Ah ouais, tu peux mettre, ouais. Mais... Qu'est-ce que vous pensez qu'on a à vous annoncer? Il va avoir un nouveau membre dans l'équipe. Personne n'est au courant. Il va passer dans chacun de vos pôles et la destination va être le directeur. Mais il va falloir attendre 18 ans. Quoi? Ou 18 ans et 4 mois du coup. Ah ouais? Putain, vous êtes loin à Voilà. Alors, félicitations les gars. Voilà, un peu, merci. Il fera quoi dans la vie ton fils, Angel? Il n'aura pas de fils, il aura une fille qui fera du poney. Il va travailler, il va apprendre les valeurs de la vie, mon enfant. En Ferrari. Tu vois, ouais, je vais être papa, mais c'est pas... Ouais, mais parce que ça va pas me déconcentrer de la mission. Franchement, il n'y a aucune possibilité. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, non, mais il y a aucune possibilité. En fait, je disais à un ami aussi, ouais, j'ai engagé un COO et il entend CEO. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, tu sais, il me dit, ah ouais, quoi, c'est pour te dégager du temps pour l'arrivée de ton fils, etc. Je suis là, mec, jamais, tu vois. C'est aucune chance. Parce que je veux pas me réveiller dans 20 ans et me dire, ah, finalement, j'ai pas fait ce que je voulais faire et ce pourquoi j'étais destiné, pour rien finalement, parce que je pense que je peux faire les deux. Et du coup, je vais faire les deux, quoi. Mais je vais les faire intensément, c'est pas un problème. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de débat là-dessus. Tu vois, ça, je le dis à tout le monde. Ah, j'ai plein d'amis, mais surtout des gens qui sont beaucoup plus riches que moi, qui sont à un autre step, qui me disent, ah, c'est bien, tu vas pouvoir prendre du temps, souffler. J'ai absolument pas envie de prendre du temps en 2025. Je suis encore plus pressé en 2025, en 2024. Parce que maintenant, j'ai débunké des trucs qui font que je sais que je peux vraiment scale beaucoup plus fort. Et du coup, laisse tomber, je suis beaucoup plus pressé que l'année 2024. Je sais que c'était une année enfin 23 plus ou moins aussi, mais 24 c'était une année tampon. On devait faire du marketing, du branding, on devait structurer, on devait engager des gens, on devait processer, on devait comprendre là où on perdait, là où on gagnait, on devait changer les voitures, changer les méthodes de financement, on devait lever de l'argent, un truc que j'ai jamais fait. Je parle en equity. Et tout ça prend un temps fou et en fait n'ont eu pas grand impact
dans Tourismo l'année dernière. Oui, on est passé de 2,5 millions à 5 millions de chiffre d'affaires, mais c'est pas game changer. Je pense que maintenant, si je te dis, si on a levé 2,5 millions d'equity, on lève 6,5 millions de prêts obligataires à bloquer à 5 ans, prends juste 6 et 2, ça fait 8, tu fais un leverage de 10 en 18 mois, on peut acheter 80 millions d'euros de voitures. Dans le max des cas. Je prévois sur le business plan d'en acheter 15 millions. Parce qu'il y a plein d'autres défis. Il y a des immobiliers, équipes, leads, il y a plein de trucs. Mais si on gère vraiment, c'est pas 15 millions qu'on fait, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que si tu regardes tout le temps en arrière, ces 10 dernières années, je me suis toujours battu contre la dette. Et là, je pense que je vais l'éclater, tu vois. Donc, je vais pouvoir mettre mon focus sur autre chose. Bref, sur de l'opérationnel. Et là, je pense qu'on peut commencer à aller beaucoup plus vite parce que x2, c'est dingue. Mais honnêtement, bien structuré et avec suffisamment de capitaux, on sait faire x6, x7. Hein. Bien structuré avec suffisamment de capitaux. C'est-à-dire que si tu veux faire x6, x7, tu dois avoir de la thune qui peut partir en burning cash. C'est-à-dire que tu peux brûler de l'argent parce qu'en fait, tu dois setuper l'entreprise pour ses besoins futurs. C'est-à-dire que, par exemple, tu dois être 40, mais tu auras besoin d'être 40 ETP, donc full-time, seulement dans 1 an et demi. Mais si tu n'es pas 40 maintenant, tu vas prendre 4 ans pour arriver au moment où tu dois être 40. Tu vois, mais du coup, si tu es 40 maintenant, tu es en burning cash. Puisque c'est pas maintenant que tu es rentable avec 40 personnes. Je dis une bêtise, mais parce que j'ai vu un commentaire là-dessus. Et du coup, en fait, ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Pareil, CEO, manager ci, manager là. Le siège social, c'était pareil. Le siège social, si on avait attendu de faire suffisamment d'argent que pour accepter 300 000 euros de dépenses annuelles de siège, entre entretien, chauffage, machin, un truc bidule, électricité, wifi, nettoyage, tout le bordel, on n'aurait pas avancé aussi vite, tu vois. Donc de temps en temps, il faut accepter qu'il faut voir un coup ou deux à l'avance, et généralement, du moins chez Tourismo, quand on voit un coup ou deux à l'avance, on se rend compte qu'il n'était pas si à l'avance que ça, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'hangar, 1000 mètres carrés, on s'est dit c'est 10 ans d'avance, tu vois. Finalement, c'était 1 an et demi d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 40 ETP, on pense que c'est 2 ans d'avance. Finalement, c'est peut-être que 1 an d'avance ou 9 mois d'avance, tu vois. Donc voilà, il faut tenir le rythme, mais il ne faut pas hésiter à voir grand. Mais c'est comme ça partout dans la vie. C'est-à-dire que moi, je l'ai même fait avec mes dépenses, by the way, mais c'est parce que je vais donner une explication, une phrase que ma mère disait, mais c'est dégueulasse comme phrase. Donc, je sais la compte, ma mère disait toujours ça. Donc, je connais la contrepartie. Et du coup, j'acceptais d'augmenter mes dépenses disproportionnellement par rapport à mes entrées, parce que j'allais me démerder pour avoir les entrées qui vont en face, tu vois. Et donc, dans la société, c'est pareil, j'accepte d'augmenter mes dépenses parce que je vais augmenter mes entrées grâce à mes dépenses. Enfin bref, je peux t'expliquer le sens métaphorique de la chose en privé, parce que du coup, en fait, c'est sur ton mindset que ça joue, et en entreprise, par contre, c'est clairement sur tes revenus. En fait, il ne faut pas chercher à dépenser moins, il faut dépenser plus et faire plus. Il faut dépenser bien, forcément, mais il faut chercher à dépenser. Où est-ce qu'on peut dépenser? Si tu cherches où est-ce qu'on peut dépenser intelligemment dans Tourismo, dans tous les cas, tu vas avoir une réponse positive sur le chiffre d'affaires. Où est-ce qu'on peut dépenser bien? On doit engager un CEO. On pourrait dépenser, si on a de l'argent, on peut le faire. Ça va apporter quelque chose de bon à l'entreprise. On pourrait engager un community manager. Ça va apporter quelque chose de bon à l'entreprise. On pourrait engager ainsi. Ça va apporter quelque chose de bon à l'entreprise. On pourrait avoir un siège social en Belgique. Ça va apporter quelque chose de bon à l'entreprise. Systématiquement. Donc la dépense, il faut pas trouver ça sale. C'est pas quelque chose d'impropre, la dépense. T'as pas d'entrée sans dépense. Jamais. T'as pas d'aventure sans dépense. Un bilan, c'est plus et moins. C'est toujours comme ça. Bref. On peut voir quand même que je suis quand même un tout petit peu plus passionné de parler de chiffres que de voitures, et ça m'effraie. Hein. Allez, vas-y, vous me posez tous une question, ouais. Réfléchis. Et structurellement, pour parvenir à des objectifs aux horizons 2025, ouais, plus tard jusqu'en 2030. Alors, comment je compte faire pour, je sais pas si on l'entendra bien, donc du coup je répète, comment je compte faire pour structurer opérationnellement et logistiquement, tu m'as dit? Oui, structurellement, pour atteindre mes objectifs, bien déjà changer de bureau. Chose faite, il fallait de la place. C'est des bêtises, mais ça fait partie d'un plan bien plus vaste. J'aimerais setuper aussi mes trajets, ça personnellement, avec un chauffeur et une voiture, pour pouvoir travailler plus efficacement sur les trajets, premièrement, mais aussi également pour pas avoir peur de la distance.
parce que tant que j'aurais pas accepté cette dépense, j'aurais toujours ce problème qui est le problème de faire la distance. Et ça pose toujours une problématique. On va à la Bruxelles, 2 heures de route. Quelqu'un conduit, on va mettre autre chose à faire. Mais tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Et c'est toujours un problème. Et du coup, en fait, inconsciemment, il y a systématiquement un frein pour aller à Paris, pour aller à Bruxelles, pour aller en Suisse. Or que je dois aller à Paris, je dois aller à Bruxelles. Du coup, il faut que je set up ça. Ça, c'est pour mon privé. J'aimerais bien engager aussi des membres, du personnel à la maison pour m'aider. Et ça, donc ça, c'est en termes privés. Maintenant, en termes, c'est très, très important parce que moi, j'ai que 24 heures dans une journée. Donc, si je me set up pas moi-même, je vais avoir compliqué à set up le reste. Ensuite, dans l'entreprise, je pense que pour parvenir à mes objectifs, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, à part en termes de team et de process. Alors, c'est déjà beaucoup de boulot, mais je veux dire par là, il ne faut pas ouvrir une nouvelle zone en Belgique ou en Suisse pour faire plus 15 millions, surtout avec l'arrivée de Turismo Single. Avec Turismo Single, facile, on fait plus 15 millions d'euros de voitures sans vraiment changer la structure de l'entreprise. Et puis même si on fait 15 millions de singles, qu'il faut louer un hangar à 3-4 000 par mois à Bruxelles, ça va pas nous flinguer. Parce que moi, je fais pas la course aux bénéfices. Ça, on s'en fout. Les bénéfices, c'est pour plus tard. Je comprends pas comment quelqu'un pourrait en avoir quelque chose à foutre de ce qu'il gagne au jour le jour. Ce qui compte, c'est l'inertie. C'est aller vite, plus haut. Plus vite, plus haut. Plus vite, plus haut. Et en fait, quand tu atteins ton palier, que tu as niqué tout le monde et que tu n'as aucun concurrent et que tu es sur un marché qui fait des 400, 500 millions d'euros de volume d'affaires, là, tu set up. Là, tu fais une thune, là, tu joues un petit peu et tu vas chercher à peaufiner pour faire du bénéfice. Alors, je dis ça, mais j'ai quand même engagé quelqu'un qui va pouvoir regarder à ça pour moi, parce qu'il ne faut pas aller dans une situation désastreuse, mais il faut accepter un peu le burning cash, comme je te disais. Donc, structurellement, je dirais engager des managers. Je pense qu'un peu de maturité au sein de notre équipe et d'expérience ne ferait pas de mal. Donc, il faut des gens, par exemple, je parle en R&D, il faut des gens qui ont déjà... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les dernières secondes. Qui ont déjà mené à bien un projet. On arrête ou tu as une autre caméra ? Une autre... Non, il n'y a pas d'autre carte. Ah bon, vos questions, vous les oubliez. Donc, il faut des gens qui ont déjà mené à bien des projets pour nous aider dans Turismo. C'est fini ? Ah, pour le mieux, oui. Ça va s'arrêter d'ici 5 secondes. Ok, je sais pas si j'ai répondu du coup ou pas, mais ils m'ont coupé dans le move. Ah ouais, et ben, pour finir le mot de la fin, je dirais que 0 à 10, ou du coup pour nous 0 à 30, on le fait avec les couilles, et de 30 à 300, on le fait avec les chiffres, voilà.